Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette session où on va en fait discuter infrastructure. Ça sera peut-être le seul sujet infrastructure de la journée ou presque. Mais du coup, ça va être intéressant de se poser la question de savoir où est-ce qu'il est préférable de faire tourner ces clusters Kubernetes, soit sur de la VM, soit sur du serveur physique, bare métal. Et j'avais pas prévu de le faire, mais je vais faire un petit sondage à main levée. Qui pense qu'il est plus intéressant de le faire tourner sur de la VM? Faites pas les timides, ok. Et sur du cluster physique, enfin du nœud physique. Il y a des indécis. Oh, ça va, qu'on est à moite-moite. Enfin, on est un tiers VM, un tiers bare métal et un tiers indécis. Donc j'espère vous éclairer sur ce sujet. Alors, je me présente rapidement. Gauthier Leblanc, je suis avant-vente spécialisé sur les sujets Kubernetes et automatisation chez Nutanix. Et j'ai 46 ans, 3 filles, ça fait beaucoup, et pour l'âge et pour les filles. Et mes hobbies sont la domotique, le bricolage, les voyages. Et voilà un petit peu pour briser la glace et se présenter. Pourquoi j'ai proposé cette session en fait à la WAX? C'est juste que dans le cadre de mon boulot, très souvent, j'ai des objections. Donc Nutanix, on est forcément plutôt orienté VM, forcément. Et j'ai des objections souvent de clients qui me disent bah ouais, mais moi je préfère faire tourner sur du bare métal parce que mine de rien, la virtualisation c'est une couche en plus, ça sert à rien. Et Kubernetes c'est déjà une forme de virtualisation. Alors j'entends le message. Très souvent, je m'appuie sur une étude qui a été faite par Principal Technologies à la demande de VMware qui venait en fait montrer que la virtualisation était intéressante, notamment du Tanzu dans cette étude, vis-à-vis de l'OpenShift sur du bare metal. Okay, donc c'était l'étude. Le problème, c'est que c'est une étude faite par pour VMware, tout ça. Donc on pouvait juger, on va dire, délicate la véracité de cette étude. Et puis moi, je voulais la refaire, parce qu'elle était un peu datée, elle date de 2021, or en 3 ans il s'est passé énormément de choses côté Cube, et on avait des workloads dans l'étude qui n'étaient pas hyper représentatifs, les pods c'était des pods Hello World qui tournaient, donc je voulais faire quelque chose un petit peu plus représentatif d'une production. Et donc je me suis dit, il faut qu'on teste ça, et puis qu'on voit si c'est vrai en fait, puis moi ça me donnera en fait des billes en clientèle pour en discuter. Donc c'était l'occasion, cette conférence, de refaire ces tests et de venir exposer les résultats. On va étudier 3 angles. Alors les 2 premiers seront purement, on va dire, théoriques, parce que là, je ne vais pas mettre de chiffres sur les premiers. Et le troisième, c'est le test de performance, ça sera le gros de la présentation, ça sera vraiment là où il y aura le rétex. Okay, donc on va commencer sur le côté investissement, coût. Évidemment, quand on va parler de mettre un hyperviseur sur ma plateforme qui va faire tourner Kubernetes, on va avoir un coût supplémentaire qui est la couche de virtualisation. Évidemment, c'est la base, on s'en doutait, c'est un premier point. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est contrebalancée par tout plein d'autres choses. La consolidation déjà. Quand vous faites du serveur physique, c'est forcément 3 nœuds, voire 6 nœuds quand on veut isoler le control plane, pour faire un petit cluster Kubernetes. D'accord ? Pour faire tourner quelques pods, vous avez besoin forcément de 6 nœuds. Quand on fait de la virtualisation, on va pouvoir consolider sur 3 machines physiques plusieurs clusters Kubernetes en multipliant les VM dessus. Donc ça, c'est un gain en termes de serveurs à acheter, donc d'investissement, de maintenance, de temps passé à gérer les pannes quand vous attendez dans un data center qu'on vienne vous changer une barrette de mémoire qui a lâché, voilà ce genre de choses qui se multiplient plus on a de nœuds physiques. Okay, et évidemment, le hosting, quand on voit l'importance aujourd'hui de la partie écologique dans nos data centers, on l'a vu aujourd'hui sur l'événement, le nombre de séances qui tournent autour de l'écologie. Donc c'est important de se dire, si je mets des nœuds un petit peu plus gros et que je fais de la VM dessus, je vais forcément économiser de les ressources énergétiques, qui est quand même quelque chose qu'on essaye de tous faire pour maintenir notre planète au meilleur niveau possible. Ça va être aussi des gains en termes opérationnels, en termes de MCO. Okay, des serveurs identiques quand on virtualise, quand bien même le matériel est différent, ce qui va vous permettre d'éviter à devoir personnaliser vos OS, rajouter des drivers quand on a un nouveau nœud qui arrive. Donc des choses qui vont être plus simples. Mise à jour de firmware, hardware qui va souvent être intégré à votre solution de virtualisation, là où sinon il faut utiliser un produit tiers, voire le faire manuellement, et ça prend du temps. Okay, et effectivement, par contre, un inconvénient, c'est qu'il y a un hyperviseur à gérer en plus. Alors, si vous avez été malin, vous avez pris un hyperviseur qui était facile à gérer et qui demande assez peu d'intervention. Et enfin, le dernier point qui va être non négligeable, c'est la vitesse de déploiement d'un cluster Kubernetes. Il faut au moins de préparation de l'infrastructure pour l'installer. Quand j'ai fait mes tests, déployer un cluster avec 3 nœuds, c'était 3 minutes. D'accord ? Là où si je prends des machines physiques, même en automatisant, le temps d'installer l'OS et tout ça, ça prend toujours un peu plus de temps. J'ai été jusqu'à plus de 100 nœuds dans les tests et ça prenait environ un quart d'heure de déployer, mais sans VM. Donc c'était rien. C'était hyper pratique pour faire mes tests.
Sur l'aspect sécurité, je les passe un peu vite parce que là c'est la partie théorie, mais je pense qu'il est intéressant de les remettre quand même dans le contexte parce que c'est important de voir, c'est quand même des avantages qui sont souvent liés quand même au fait de virtualiser cet environnement. D'un point de vue sécurité, utiliser la virtualisation, ça va permettre aussi de faire de la ségrégation de clusters, mettre des applis critiques de production sur un cluster, mettre des applis plutôt orientées dev ou moins importantes sur un autre cluster, sur les mêmes machines physiques certes, mais si vous avez un cluster mal configuré qui tombe, qui se fait hacker, enfin ce que vous voulez, mais en fait, ce n'est pas le cluster d'à côté qui était critique qui va être attaqué. D'accord ? Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce niveau de sécurisation-là grâce à la ségrégation. Quand on fait de la machine physique, ben en fait, ségrégation dit plusieurs clusters, dit encore plus de nœuds, on revient sur le problème initial, et donc c'est un problème. D'accord ? Là, on a plutôt un gros cluster, on met tout, et on espère qu'il ne sera pas attaqué et qu'il n'y aura pas de problème de sécurité qui vont permettre à un attaquant de passer de namespace en namespace et de me bouffer tout mon cluster. Donc ça, c'est aussi un avantage. Mais bon, assez parlé des avantages théoriques, mais j'espère quand même que vous les aurez entendus, parce que c'est intéressant. Et on va passer à du concret, c'est-à-dire la partie plutôt performance. Alors la performance, ce n'est pas forcément la vitesse à laquelle démarre une application, même si c'est important, mais ça va être, vous allez voir globalement, l'intérêt de la virtualisation ou pas dans cette capacité à faire tourner, par exemple, un maximum d'applications. Ça fait partie des aspects performance que je voulais étudier. J'ai pris pour cela une infrastructure de test que j'avais chez Nutanix. C'est pratique, on a des serveurs pour faire des démos et des clients. Donc j'en ai pris 2 de clusters. Alors il y avait un cluster single node, un seul nœud, qui va me permettre de faire tourner mes VM de control plane et un peu plus. Vous le verrez juste après. Puis j'avais un cluster avec 4 nœuds Nutanix que je vais faire tourner tantôt avec un hyperviseur et de la VM. Et ensuite, dans mon deuxième test, je vais complètement virer la partie hyperviseur Nutanix et je vais utiliser en fait du Rocky directement installé sur les machines pour faire du cluster avec des workers bare metal. J'ai utilisé à chaque fois une distribution, en termes d'OS, du Rocky Linux, et en distribution, une distribution Kubernetes qui s'appelle DKP, qui est en fait un produit Nutanix, d'accord, qui était à l'origine d'une société qui s'appelle D2IQ, qui a créé Mesosphere historiquement, et dont on a fait l'acquisition et qui fournit une plateforme Kubernetes plutôt complète. En plus, c'était pratique. Moi, ça m'a permis de l'apprendre parce qu'elle vient d'arriver chez Nutanix. Ça m'a permis d'apprendre à utiliser cette plateforme en plus. Donc, c'était lier l'utile à l'agréable. Et ça me permettait aussi de déployer facilement des distributions Kubernetes sur mon environnement en rajoutant la stack, par exemple, de métrologie dessus. Et donc, c'était super pratique pour faire ces tests. Je gagnais beaucoup de temps. Donc, voici ce que j'ai utilisé. En termes de vue logique, sur mon nœud unique là, qui était virtualisé, j'avais mes 3 control planes qui avaient en fait cette configuration-là, donc c'était 3 VM, avec 8 corps et 16 Go de RAM. Je faisais tourner une VM avec Prom et Grafana en dehors, parce qu'en fait, lors de mes premiers tests, je les faisais tourner sur le cluster avec mes workers, mais en fait, ils m'ont bouffé des ressources comme ce n'était pas permis, je ne voulais pas que ça impacte mes tests, donc je l'ai sorti, ok, et je me suis contenté de mettre des agents en fait, des agents Prom côté worker, en faisant du sharding, histoire de répartir la charge entre plusieurs workers. Et j'avais ici une machine de rebond que j'ai utilisée pour lancer mes stress tests, histoire de ne pas être impacté par le réseau entre mon laptop qui était chez moi à travers un VPN et mes clusters. Pour la petite histoire, il y a aussi, parce que ça va jouer un impact un petit peu dans mes tests, une registry qui était hébergée dans les mêmes data centers, enfin, non, pas les mêmes, dans un data center Nutanix à l'autre bout du monde, pour le coup, parce que ça, c'était en Inde, et ma registry est aux États-Unis, ou l'inverse, enfin bref, c'est pas grave, mais la registry était dans les data centers Nutanix, mais avec quand même pas mal de distance et de latence. Pour mes stress tests, j'ai voulu utiliser une application, somme toute, un petit peu, on va dire, réaliste. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'application Book Review qu'on trouve souvent avec Istio, dans les démos Istio et tout ça, là. Donc, il y a une page produit d'une librairie avec différents types de reviews dessus. Il y a une partie detail et ratings. Enfin, voilà, ça affiche une page web avec le bouquin, le résumé, les avis, tout ça, tout va bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit container devant avec un petit binaire qui s'appelle A, qui permet de faire un peu de stress. Et j'ai fait un truc, c'est que j'ai demandé 2 requêtes par seconde sur l'appli, sachant que je vais multiplier l'appli par beaucoup, parce que l'idée, c'est de voir jusqu'à combien je peux charger mes clusters. 2 requêtes par seconde, je me dis avec le recul que je n'ai pas été hyper ambitieux. Néanmoins, dans une petite entreprise, 2 requêtes par seconde, c'est déjà pas si mal. Donc voilà, c'est comme ça, j'étais parti sur cette valeur-là. Voilà. Avant de lancer des tests, je rappelle la consigne de la CNCF qui est, quand on fait du Kubernetes,
on met 110 pods par worker maximum, et ensuite on scale au niveau des nœuds jusqu'à 5000 nœuds. Okay, on a vraiment une demande de la CNCF qui est plutôt de faire du scale-out plutôt que du scale-up. Okay, on multiplie les nœuds, mais on ne fait pas forcément grossir les nœuds. C'est une recommandation, on peut changer ça. Ce n'est pas une contrainte forte au niveau de Kubernetes. Et c'est là-dessus que tout va jouer dans les tests que je vais vous montrer juste après. J'ai commencé déjà quand même par faire tourner un worker avec 110 pods dessus, donc la limite qui était autorisée. Et puis j'ai regardé ce que ça donnait en termes de consommation de ressources avec mon Grafana, et c'était le calme plat. Okay, je suis à 2% grosso modo de consommation CPU, et je suis à 4-5% consommation de RAM. Okay, c'est rien, mais en même temps, 110 pods, quand on sait qu'en fait on fait du microservice, hein, l'idée c'est pas de faire tourner des VM, c'est pas 110 VM qu'on tourne, c'est voilà, 110 process grosso modo, c'est logique que ça consomme pas grand chose. Et donc forcément, ma machine physique, qui n'était pas non plus une machine de guerre, hein, enfin, elle avait certes 32 cœurs, mais avec une fréquence pas ouf, et puis bon, elle avait un peu de RAM, parce que c'était quand même des machines qui servaient à faire de la virtu normalement, en temps normal, mais c'est des machines qu'on retrouve très souvent chez mes clients parce qu'ils ont un catalogue et ils ont des serveurs un petit peu costauds qui servent souvent pour de la virtualisation. Et du coup, c'est le type de machine qu'ils ont régulièrement. Et s'ils achètent une machine pour faire un nœud bare métal sur Kubernetes, ça sera cette machine-là. Et donc voilà, on arrive à ça si on respecte les contraintes de la CNCF. Et ça, c'est un cas que j'ai eu moi régulièrement, des clients qui m'appellent, qui me disent « j'ai besoin de virtualiser parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à charger mes workers. Je consomme 3, 4, 5% de CPU. » Voilà, typiquement dans ce cas-là. Alors comment on s'en sort de cette sous-utilisation de ressources? Première option, on prend des petits serveurs, voire des Raspberry Pi, mais pas le 5, parce qu'il serait trop costaud, les modèles en dessous. Donc on fait vraiment du petit nœud, des pizza box, des petits CPU, un petit peu de RAM, et puis comme ça on se dit, avec mes 110 pods, je vais les charger correctement, et puis on est bien. Okay, soit on se dit, la SNCF elle est gentille, mais je m'en fiche un peu, je vais faire sauter la limite, et puis je vais aller au-delà. Alors on peut le faire, on va le voir qu'on peut le faire, on va voir si ça se passe bien. Je rappelle juste quand même que quand j'ai fait des recherches, mais c'était il y a longtemps, c'était même pas pour ce test-là, j'avais regardé en fait cette limite de 110. En fait, je crois dans le Git de Kubernetes, il y a une demande de 2019 d'un mec qui dit cette limite de 110, elle est ridicule, il faudra la monter. Et d'autres qui répondent ouais, c'est prévu, t'inquiète pas, on va le faire, machin. C'était 2019, on est en 2024, on a toujours cette limite à 110. Okay, donc c'est qu'il y a des raisons. Si cette limite à 110 elle est mise et qu'elle n'a jamais évolué depuis 4 ans, 5 ans, c'est qu'il y a des raisons. Et le dernier point, c'est plutôt d'utiliser plus de workers sur la même machine physique. Donc là, effectivement, ça sera à travers des machines virtuelles, mais je vais multiplier un maximum de workers avec cette limite de 110 sur ma machine physique, plutôt que de dire j'ai un seul worker et je fais beaucoup plus de pods dessus. C'est bizarre, j'ai l'impression que mon image est déformée. C'est pas grave. Alors, on commence le cas de test avec les workers physiques. OK ? On va regarder déjà un petit peu ce que ça donne à vide, mon cluster. Donc là, j'ai un cluster où il se passe, il n'y a rien dessus, si ce n'est le prom agent, les nœuds pour le CSI, les nœuds pour le, pas les nœuds, les pods pour le CNI. Donc voilà, j'ai en moyenne de 13,8 pods sur mes workers, d'accord, qui tournent. J'ai une consommation de ressources en termes de workers CPU qui est hyper basse. Forcément, ça fait rien. Hein. Le control plane, c'est pareil, il fait rien. Donc bon, là, on est clean. Et c'est un des avantages de faire du bare metal, c'est qu'en termes de ressources consommées sans même passer, enfin voilà, la virtualisation va rajouter un petit peu d'overhead là-dessus. En bare metal, c'est pas le cas. On est hyper clean, on consomme rien vu qu'on n'a rien à faire tourner. C'est très bien. Donc on va lancer la charge qu'on souhaite ajouter à nos clusters. Avant ça, il faut quand même refaire la configuration, parce que par défaut, on est limité à 110, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, comment on fait pour changer cette limite de 110 pods sur un worker? Il faut changer un paramètre du kubelet qui s'appelle maxpod. Vous le rajoutez. Moi, dans la démo, enfin, dans mes tests, je l'ai poussé à 5000 pour être sûr que je ne suis pas embêté. Puis je verrai si j'arrive jusqu'à 5000. On redémarre le kubelet, et ensuite, on a la commande, la kubectl, getNode et blablabla, vous la lirez, qui me permet de vérifier que j'ai bien la prise en compte de ce nouveau paramètre au niveau de mon node, de mon worker, ce qui est le cas ici, je suis à 5K, donc j'ai 5000 pods qui sont schedulables sur mon worker. Super. Et avant de lancer tout ça, il va quand même falloir faire attention à une chose, c'est ma configuration au réseau. Okay, il
Il faut vérifier que la plage d'IP qu'on a fournie pour les services et les pods va supporter le nombre de pods qu'on va vouloir faire tourner sur mon cluster. Évidemment, c'est une chose, donc ça c'est facile à checker, la plage d'IP qu'on a. Et ensuite, il va falloir faire attention, c'est que vos CNI ne se comportent pas forcément tous de la même manière. Sur la partie Flanel, en fait, ce qu'il va faire, c'est que par défaut, il va affecter un réseau /16 à chacun des workers. OK ? Et donc, non, pardon, il va un /24. Pardon. Donc, /24, ça fait, je me plante 256 IP par worker, ce qui va me gêner, moi, quand je vais aller à 5000. Donc, on peut modifier ça en modifiant un paramètre qui s'appelle subnetlen et qui va permettre de faire des réseaux plus gros par worker. Mais par défaut, Flanel ne vous permettra pas d'aller au-dessus de 256 pods par worker. Sur Calico, c'est un petit peu plus malin. En fait, il attribue des pools de 64 IP par node. D'accord ? Et puis, il peut en attribuer jusqu'à 4. Mais du coup, on ne va pas assez loin. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est soit changer la taille de ces blocs et de passer de 64 à plus, soit d'autoriser plus de 4 pools par worker. Okay ? C'est pareil, ça se configure. Vous avez ici la custom resource à modifier. Et donc, il faut le faire avant de lancer votre stress test. Sur Cilium, alors je suis moins spécialiste mode Cilium, on a un mode par défaut qui s'appelle le cluster scope, qui est très similaire à ce que fait Flanel, et on va pouvoir modifier lui aussi la taille du subnet. Oh, j'ai mis une subnetes, c'était un reste de Kubernetes, je pense, qu'on peut modifier pour avoir une affectation de pool d'IP un petit peu plus large. Donc voilà. Donc on fait ça, on configure tout ça, et puis on est prêt. On va pouvoir balancer sa charge. Et donc l'idée, c'est que je lance 10 380. Je ne reviendrai pas pourquoi je chiffre. C'est ce que j'avais estimé en calculant le truc. J'étais pas très bon en calcul mental, a priori, quand je l'ai fait. Mais bon, je lance, et là, ça me donne à peu près ça. Alors, je suis un peu nul en imitation de Bourvil. J'aurais adoré vous la faire, mais en fait, on va pas la faire, parce que ça aurait donné à peu près ça aussi en imitation. En fait, ça s'est pas bien passé. Je l'avais lancé un soir, avant d'aller me coucher. Et je me suis dit, le temps que ça monte en charge, c'est bon, je verrai ça demain matin. Et quand je suis arrivé le matin, je me suis dit, c'est cool. Ça a bien tout scalé. J'ai pu faire tourner 2607 pods en moyenne par nœud. Tout est OK, donc c'est monté, linéaire, tout ça. C'est cool. Sauf que quand je regarde la charge de mes workers, je m'aperçois que j'ai l'impression des jeux de les livres de Megamine, il faut relier les points, vous savez, pour voir quel dessin ça fait. C'est un peu ça, quoi. Je suis tout en pointillé. Je me dis, c'est étonnant quand même. Et puis je regarde ensuite, c'était CanFS, je regarde, il n'y a pas besoin de voir le détail, mais en fait tous mes pods étaient en rouge. J'avais des milliers de pods qui ne s'étaient pas lancés, qui étaient en container creating et il se passait rien. Et en fait, j'avais un problème ici, là, sur mon Grafana, je regardais le nombre de pods qui étaient schedulés, et donc ça, le scheduling, il avait été bien fait, tout s'était en fait bien passé au niveau du control plane, sauf qu'en fait, si je regarde ceux qui étaient en mode running, en fait j'ai toute une autre courbe là. Elle a marché pendant, on va dire, 10 minutes, de minuit 45 jusqu'à un petit peu avant 1 heure. Je suis monté jusqu'à 3500 pods running. Et ensuite, tout est passé en carafe. Enfin, tout est parti en carafe, ça ne marchait plus. J'ai plus de remontée, j'ai plus de pods qui démarrent, j'ai plus rien qui se passe bien. Okay, donc 3500, ce qui est déjà mieux par rapport aux 110 qu'on avait, enfin 4 fois 110 qu'on avait de base. Mais c'est quand même pas terrible. Donc on regarde ce qui se passe, et là on voit dans la description des pods que j'ai des erreurs, on me parle de sandbox, machin, donc c'était pas très clair pour moi, je vous aurais que j'ai googlé tout ça, on a regardé, ok. En fait c'est un problème de nombre d'inodes qui sont gérés par le kernel, qui sont atteints, enfin ça pose problème, et donc ce qu'on a fait, on a fait un petit peu de tuning, on a sorti la clé à molette, on modifie et on change ces paramètres-là. Puis on se dit, c'est bon, on a tout fait, on fait redescendre en pression le cluster, j'enlève tous mes pods, et puis on est reparti pour relancer le même stress test sur un cluster qui se retrouve, on va dire, un petit peu optimisé. On relance, résultat quasiment identique, sauf qu'en fait, je m'aperçois que j'ai des pods, notamment tout ce qui est node exporter, tout ce qui est du CNI aussi, de Calico, qui redémarre très régulièrement. En fait, tous les pods qui avaient du readiness qui étaient checkés partaient en timeout. Et en fait, le control plane les descend, les redémarre, sauf qu'en fait, le cluster est trop chargé, les nœuds sont trop chargés, ils ne s'en sortent pas. Okay. Donc on modifie ça, on augmente un petit peu les critères avant qu'il y ait des timeouts, on va voir ce qui se passe, et puis on relance. 3e essai. On est parti. Alors c'est pareil, ça monte là, donc on voit en fait les pods running en dessous. On est monté à peu près jusqu'à 4000, mais en fait, on voit qu'il y a des problèmes, ça ne règle pas le problème. J'ai toujours mes nodes exporteurs qui tombent, j'ai toujours mon Grafana, enfin tout ce qui était en mode check, c'est compliqué. Quand je me connecte sur les nodes,
j'ai une lenteur incroyable en SSH, j'ai du mal à faire un top, il n'y a pas grand-chose qui marche sur le cluster, il est complètement blindé. On peut regarder un peu ce qui se passe en termes de ressources consommées. Bon, le control plane, il était tranquille, hein, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, il se charge un petit peu, ok, ça va. Les workers, en fait, ils progressaient à peu près linéairement ce que j'attendais à voir. Mais par contre, à un moment, il part en pointillé, on ne peut rien en faire, donc j'ai du mal à analyser ce qui se passe. Et puis si on regarde un petit peu plus les métriques en termes d'opérations par seconde, bon, on voit là des infos comme on a réussi à faire un démarrage de pod à 80 hops par seconde, ok, ça c'est cool. On a récupéré 2-3 métriques que je vais comparer après à ce que ça donnera quand on fera, de la VM. Mais bon, voilà les stats que j'ai eues, avec quand même, de ce que j'avais vu, une limite quasiment à 1000 pods par worker, parce qu'on était à 4000 au global sur mon cluster, hein, donc sur les workers. Alors on peut sûrement faire mieux, d'accord? On peut sûrement faire mieux, on peut sûrement tuner mieux que je l'ai fait, on peut peut-être changer le container runtime, on peut peut-être faire des choses comme ça. L'idée, c'est que quand on regarde d'autres produits, d'autres projets de la CNCF liés à Kubernetes, notamment par exemple Metric Server, vous voyez dans leur GitHub qui vous disent bah, nous, en fait, on valide jusqu'à 70 pods par nœud. Ok, c'est cool, 70 pods par nœud, mais c'est même pas les 110. Et moi, j'espère en faire tourner 3 ou 4000. Donc, c'est pas cool. Et donc, forcément, même si j'arrive à faire tourner mon cluster Kubernetes avec plusieurs milliers de pods par nœud, si je rajoute des produits comme celui-ci, comment ça va se passer? Ben, lui, il va exploser. Donc, il faudra que je refasse du tuning sur celui-là ou que je trouve un autre produit. Ou... ça va être compliqué. Vous prenez Calico. Calico, jusqu'à mi-année dernière, la version... c'est laquelle, celle-là? C'est écrit. Donc, c'était jusqu'avant la version 3.26. Il disait au-dessus de 250 pods, en gros, c'est inutilisable, c'est trop lent. Avec la 3.26, on peut aller jusqu'à 500. Cool, 500. Je suis encore loin de ce que j'espérais faire tourner. Donc là encore, le CNI Calico ne me permet pas d'aller vraiment très loin, en fait. Même eux le disent. Je prends ici un extrait de la Doxilium, le dernier CNI en date, qui est à la mode, que tout le monde adore, et c'est très bien, c'est un très bon produit. Mais en fait, eux, quand ils parlent dans leur Scalability Report, dans leur documentation, ils parlent que de scale-out, ils ne parlent jamais de faire du scale-up, ils ne parlent jamais de monter en termes de nombre de pods par nœud, ils parlent juste que d'augmenter le nombre de nœuds. Et tous les tests qu'ils font, c'est si j'ai 5000 nœuds, si j'ai machin, dans mon cluster, ça va bien se passer. Mais jamais ils disent si j'ai 5000 pods sur 4 nœuds. Ça, ils ne le font pas. Et donc, minute culture, ça devrait arriver, hop, Sisyphe, tonneau des Danaïdes, c'est un peu l'idée de refaire toujours le même travail, en fait. C'est-à-dire que si vous commencez à optimiser, c'est cool, mais dans 6 mois, vous allez changer un produit, vous allez changer une version d'OS, vous allez faire quelque chose, il faudra recommencer. Si ça se peut, il y a des paramètres qui vont sauter lors d'une mise à jour, il faudra recommencer. Et c'est la prod, en fait, derrière qui a impacté. Donc ce boulot-là, on peut le faire. C'est un truc de geek, presque. Enfin, c'est cool, on peut s'amuser à le faire en lab et tout, c'est sympa. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de pérenne. Ça me fait penser, si je devais faire une analogie, aux gens qui disent j'ai pris un CPU qui est limité à 3 GHz et grâce à de l'azote liquide, je l'ai fait monter à 8, c'est cool. Ouais, c'est cool. On a fait un lab, c'est sympa, c'est top, mais jamais on fera tourner de l'azote liquide dans les data centers et tout ça, donc on n'arrivera jamais à ce type de fréquence sur des vrais besoins de production. Et donc en parallèle, j'ai refait la conf en mode virtuel. Donc j'ai réinitialisé le cluster avec les workers qui étaient en mode bare metal. J'ai installé une couche d'hypervision qui est Nutanix AHV, notre hyperviseur côté Nutanix qui est basé sur du KVM. Et puis je me suis lancé dans la multiplication des workers. Donc, je vous rappelle que quand j'ai fait le test avec 110 pods de mon application, j'étais à peu près à 1,5 core de consommé et 13 Go de RAM. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un worker. Alors j'aurais pu faire 2 cores et 16 Go de RAM. Comme je fais de la virtu et que j'ai le droit en fait de faire de l'overcommit sur le CPU sans que ça ait trop d'impact, je me suis permis d'aller plus loin. Et mine de rien, c'est un vrai avantage pour la virtu, ça. Je ne l'ai pas évoqué au début. Mais quand vous avez des développeurs qui vous disent « moi, je veux du request avec des valeurs super élevées parce qu'ils veulent être tranquilles », eh bien, en fait, vous allez pouvoir consommer vos ressources côté worker sans même en fait, que l'application les consomme pour de vrai. Avec la virtualisation, vous pouvez dire « j'ai plus de corps ». Et en fait, ça sera un impact négligeable, en fait, parce que, ça va permettre d'accéder à plus de corps, entre guillemets, virtuels, qui font que même si vos développeurs surallouent en termes de request, vous aurez quand même la capacité de fournir tous les corps nécessaires pour faire tourner vos applications. Je ne sais pas si j'étais hyper clair, mais on peut en reparler après, mais avant que je boive, mais on pourra faire ça après si vous voulez. Donc 16 Go de RAM, 4 corps, et puis j'ai calculé, je pouvais en faire tourner 120 sur mes 4 nœuds,
Sauf qu'en fait, sur mon lab, j'ai des plages d'IP qui sont assez restreintes et j'avais assez d'IP pour en faire tourner 112 et pas 120. Donc finalement, je fais tourner 112 workers sur ma machine. Donc 112, ça fait 43, non pas 43, ça fait, bref, vous divisez par 4. Bref, 25, 28, on est là? On est bon? 28 je crois, un truc comme ça. On est parti. Et donc, là on va voir la charge à vide de mes nœuds. Donc j'ai à peu près 10 pods. Alors pourquoi j'en ai moins? Parce qu'en fait, il y avait des pods type Grafana, pas Grafana, Prometheus et tout ça, qui en gros n'ont pas été multipliés par le nombre de pods. Donc en fait, eux se lissent au global, ce qui fait qu'on est à moins de 10 pods en moyenne par worker, donc un petit peu moins. Par contre, si on regarde le control plane, il est un petit peu plus chargé, parce que forcément, il a 112 workers à gérer et plus 4. Donc lui, ça va consommer un peu plus de ressources. Et si on regarde sur la partie worker, c'est pareil en termes de charge. Sur certains nœuds, on a plutôt 20% de RAM consommé, entre guillemets, à rien faire. Ça, c'est mon ami Prometheus qui est là et qui dit « Moi, je consomme bien beaucoup de ressources parce que j'adore ça. » Et hop, il m'en a pris 20% sur 3 nœuds. Mais bon, il faut faire avec, hein. On a 112 nœuds, il faudra faire avec. Si on regarde d'un point de vue, on va dire, infrastructure de virtualisation, ce que ça consomme, là, je vois en fait que mes 4 hôtes ici consomment en moyenne 13 à 15% à peu près de CPU. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que je ne le voyais pas forcément dans mon Grafana. Mais ça, en fait, c'est les OS, par exemple, qui tournent, c'est la partie virtualisation. En plus, sur une plateforme Nutanix, en plus de la virtualisation qui fait de la VM, on a aussi une couche de stockage, d'accord, hyper convergée, qui est fournie. Ce qui fait qu'en fait, on a des solutions de stockage embarquées que je ne mets même pas en avant ici dans cette démo. Mais en fait, il y a ça qui tourne aussi, qui va consommer un petit peu de ressources. Mais là, je fais tourner quand même 112 VM, donc je consomme un petit peu ces ressources-là. Mais bon, en fait, rien de grave. Et sur la RAM, en fait, ce n'est pas la RAM consommée par la plateforme, c'est la RAM allouée au VM. Parce que je ne fais pas d'overcommit de mémoire, je préfère, pour des raisons de stabilité en production, tout ça, je ne veux pas faire de l'overcommit. Et donc là, en fait, j'ai alloué toute la mémoire quasiment de mon cluster à mes VM. C'est pour ça que je suis à 98% quasiment de mémoire consommée. Et puis on est parti. Et je lance ma charge de 13 380 pods. 13 380 pods, ça monte. Donc c'est là où j'ai un peu foiré mon calcul. Je visais 110, je suis arrivé à 101 pods en moyenne par worker. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai eu un petit peu d'erreurs, donc 3 erreurs par seconde, machin. Bon, pas violent. Mais donc j'ai pu monter en charge. Donc tout ça, en fait, j'ai chargé au maximum, hein, le plus vite possible. J'ai déployé 1500 applications de 7 pods, avec des applications qui vivent avec les 2 requêtes par seconde chacune. Donc voilà, ça vit quoi. Et ça tourne plutôt pas mal. On voit là la charge, donc le control plane s'est un petit peu excité le temps de la montée en charge, puis c'est redescendu un peu de manière stable. Et puis les workers, c'est pareil, hein, le temps de la montée en charge, ça s'est excité. Alors le graphe, il est impressionnant parce qu'il y a 112 lignes, forcément, donc ça bosse un peu. Et puis une fois que les applications ont été déployées et que c'était running, on retrouve un niveau de fonctionnement aux alentours de 50%, ce qui est logique, c'est ce que j'avais calculé en termes de consommation de RAM. J'étais au max là de mon cluster physique. Et donc là, vous avez ce qui s'est passé en termes de charge et d'opération au niveau du control plane. Donc on est monté jusqu'à 150 opérations par seconde pour les pods start. Ici, là, un petit point, un effet de bord que je n'avais pas envisagé. Ici, là, je suis monté à 10 minutes et c'était pour l'image pooling. Alors en fait, je suis désolé, là c'était le last et c'était pas le pire. Mais en fait, quand je survolais là, il me disait tu as mis 10 minutes pour pooler une image de ma registrie. Le truc, c'est que ma registrie, elle s'est retrouvée agressée par 112 workers qui ont voulu la même image au même moment. Elle n'a pas réussi à servir ça correctement à l'autre bout du monde. Et puis, c'est une pauvre petite VM qui tourne. Donc voilà. Mais bon, du coup, ça a joué dans mes performances, mais en même temps, ça ne se voit pas tant que ça. Et là, vous voyez, donc, vous verrez dans les graphes tout ce qui est, dans les slides, tout le détail des graphes, mais je ne vais pas trop détailler. Et si je regarde sur la partie usage des ressources physiques, au niveau de mon cluster de virtualisation, je vois que mon CPU, il est limite à 90%, ce qui est logique. Je rappelle, on est à peu près à 50% d'un point de vue Kubernetes. Or, j'ai fait un ratio de 2:1, en fait, vCPU par corps. Donc, en fait, j'ai déclaré 2 fois plus de ressources, elles sont utilisées à 50%, donc je suis quasiment à 100% de mes ressources physiques. On est dans les clous, ça colle, et puis la RAM, elle n'a pas changé, parce qu'encore une fois, c'est la RAM allouée, et à ce niveau-là, il n'y a pas eu de modif. Et donc la conclusion de ce test, comme l'aurait dit Steve, c'est que ça marche simplement, quoi, en fait. J'ai rien fait, j'ai rien configuré de spécial, j'ai pas fait d'optimisation de mon OS, j'ai juste respecté les best practices de la CNCF, j'ai déployé, j'ai lancé, et ça a marché.
Si on doit faire une comparaison de l'approche VM, donc dite scale out, okay, où je ne cherche pas à mettre plus de pods sur mes workers, je cherche juste à augmenter mon nombre de nœuds jusqu'à 5000. C'est énorme, hein, 5000 nœuds Kubernetes. Et la CNCF, c'est ce qu'elle vous dit. 110, là ça paraît faible, mais par contre 5000 nœuds, 110 pods sur 5000 nœuds. Et plutôt en mode scale up, donc là je charge comme un bourrin mes workers parce que j'ai plein de ressources. En fait, ben là, les résultats que ça a donné. Les pods applicatifs, alors je suis désolé, les graphes sont un peu petits, mais au niveau pod applicatif, j'en ai fait tourner 10 380 sur mes VM, ça s'est bien passé. À 4000 sur mon bar métal, ben, j'ai eu des problèmes de performance, de stabilité, ça n'a pas démarré plus. Donc là, j'étais vraiment en galère. Là, on a une comparaison des consommations de ressources. En gros, si je dois faire un résumé, on a une légère consommation supplémentaire sur le control plane, sur tout ce qui est monitoring, observabilité avec du Grafana et du Prom, ce qui est logique parce que j'ai plus de workers et j'ai aussi beaucoup plus de pods qui tournaient. Et les ressources sur mes workers, ben, lui, en fait, effectivement, sont difficilement comparables parce que je compare 10 000 pods versus 4000. Mais si on avait regardé en termes de projection, on est sur des consommations tout à fait comparables avec au coefficient près, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de souci à ce niveau-là, on n'a pas d'impact, soit VM ou bar métal. Démarrage moyen d'un pod, je suis à 8 secondes sur de la VM, je suis à 4 secondes sur du bar métal, mais encore une fois, j'en ai démarré que 4 dixièmes à droite contre les 100% que j'ai en mode VM. En plus, j'ai mon histoire de 10 minutes pour pouler une image qui a forcément impacté ce temps-là. Donc en fait, dans une situation plus normale, parce que là j'ai fait mon bourrin, j'ai tout démarré d'un coup, mais une situation plus normale, on aura sûrement des temps qui seraient très comparables. Et puis le pod stat rate, qui est quand même important quand on fait par exemple des choses type PRA et autres, qui vont forcément être intéressants plus ils sont gros et tout ça, parce qu'on peut démarrer plus de choses à un même moment. Et donc en fait, je dirais, cette étude-là, elle m'a dit, en fait, on a deux façons d'aborder Cube et de voir ce qu'on va en faire. Soit vous voulez une solution plutôt tranquille, où vous savez que ça va marcher, on ne veut pas prendre de risques, on veut que ça se passe bien. Et donc là, on va plutôt en fait préférer, je pense, enfin de ce que j'ai vu de mes tests, et si j'étais client final, du coup, c'est ce que je ferais, passer sur de la VM parce qu'en fait, ça marche tout simplement. J'ai rien à faire, ça va bien se passer. Si un jour je pars de l'entreprise, quelqu'un d'autre arrive, il fait ce qu'il connaît de Kubernetes et ça se passe bien. Soit je suis un geek ultime et j'ai envie de tuner le truc, de pousser les limites parce que c'est vachement bien de montrer que je suis fort et que je peux faire tourner plein de pods sur mon cluster Kubernetes, c'est cool. Mais en fait, c'est du tuning en permanence. C'est le jour où ça pète, il faut intervenir. Le jour où il y a un changement, qu'il y a un incident de prod, il faut y aller. C'est le jour où je pars, ben mon entreprise, elle n'est pas forcément capable de suivre tout ce que j'avais fait en termes d'optimisation, même si j'avais bien fait la documentation et tout ça. Enfin, c'est vraiment deux philosophies différentes en fait. Et moi, clairement, je préfère la solution sécurité. Et c'est ce que je remets en fait dans mon dernier slide, c'est que on fait de la production souvent. Enfin, vous faites de la production. Moi, je m'arrange pour que mes infrastructures NUTA fassent tourner de la production chez mes clients. J'ai pas envie de prendre des risques. On fait de la prod, c'est l'entreprise. Si on a des plantages, s'il se passe des choses qui vont pas et que je peux pas facturer, par exemple, mes produits, je peux pas vendre mes produits pendant plusieurs jours parce que mon cluster cube est au tas, parce que j'ai voulu faire du tuning super fin et aller en fait à des niveaux de pod super élevés. Ben en fait, c'est dommage quoi. Vaut mieux assurer le truc. Alors ok, je vais avoir peut-être payé un petit peu plus, mais bon, c'est le prix de la sécurité. Et encore, je vous dis, il y a des gains en termes de MCO qui vont en fait réduire ce surcoût parce qu'on va le gagner ailleurs. Et moi, je préfère jouer la sécurité plutôt que de me dire je vais ne pas acheter d'hyperviseur et je vais me débrouiller pour être au moindre coût pour faire tourner le maximum de pods. Voilà, j'en ai fini. Donc j'ai terminé et il me reste un peu de temps pour les questions. Avez-vous des questions ? J'étais plus vite que ce que je pensais en fait. Alors, merci beaucoup pour, je vous en prie, pardon. pour le séquencement et la clarté surtout. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une troisième philosophie qui se base sur des clusters API, comme les Hypershift par exemple, le fait de créer des clusters et laisser à KubeVirt par exemple, je ne sais pas si ça vous parle. Alors KubeVirt, c'est pour faire tourner de la VM dans Kubernetes. C'est ça. Et du coup, Enfin, dites-moi ce que vous pensez, parce que du coup, je ne vois pas où ça atterrit par rapport à ce que j'ai présenté. Ça atterrit dans le sens où aujourd'hui, oui. On peut aller sur du bare metal, mais au-dessus, on va plutôt lancer des Hypershift qui vont créer des clusters OpenShift sur des VM gérés par les solutions Hypershift elles-mêmes
avec du KubeVirt. Donc on finit par la même chose finalement. Ouais, alors là, moi, j'adore le millefeuille, mais pour le manger, et pour le coup, pas là. En fait, Hypershift, alors pour ceux qui ne savent pas, Hypershift, c'est une solution de Red Hat qui va permettre de mutualiser dans un cluster Kubernetes plusieurs control planes de cluster Kubernetes. D'accord ? Donc là, en fait, ça revient un peu à ce que moi j'ai fait sur mon cluster simple avec les VM pour le control plane. On pourrait faire la même chose, on va dire en bare metal Kubernetes, pour faire tourner plusieurs control plane Kubernetes. Donc ça, ok, limite, pourquoi pas, on revient sur une philosophie proche de la virtualisation, mais en l'occurrence, je ne sais pas si on arriverait à charger vraiment un nœud physique pour autant, parce qu'on a toujours cette limite de 110 pods et tout ça. Et ensuite, sur la partie KubeVirt, c'est encore autre chose. KubeVirt, c'est faire tourner des VM à l'intérieur de pods. D'accord ? C'est l'idée. Enfin, en gros, c'est un petit raccourci, mais c'est de faire tourner des VM dans Kubernetes. Ok ? Donc, limite, pourquoi pas, si vous voulez l'utiliser, mais en fait, ça ne va pas changer ça. Si ce n'est que si vos pods, enfin, on va peut-être plus charger les nœuds, parce que ça sera plus 110 pods qu'on fera tourner, ça sera 110 VM, et auquel cas, vos nœuds vont être chargés. Là-dessus, on est OK. Mais si vous vous dites, derrière, moi, je veux faire tourner des pods, et que vous voulez utiliser KubeVirt, la seule solution que je vois, c'est, pour faire l'équivalent de ça, c'est je prends Kubernetes en bare metal, je fais tourner du KubeVirt, et dedans, je réinstalle des clusters Kubernetes pour refaire en fait ce que j'ai fait là, c'est-à-dire des VM qui font tourner plein de fois 110 pods. Pourquoi pas, mais vous avez fait Kubernetes, solution de VM, Kubernetes. Là où je vous dis, moi, on fait VM et Kubernetes, ça fait une couche en moins, en cas de troubleshooting, en cas de prix et tout ça. Peut-être prix, peut-être pas, parce que Red Hat est capable de faire des trucs un peu particuliers. Mais franchement, ne serait-ce que le moindre débugage, le moindre problème, je vous assure que moi, je préfère être dans cette situation-là, sur un outil de virtualisation qui a fait ses preuves, qui tourne, qui se passe bien, plutôt que d'enchaîner une couche Kube, une couche KubeVirt, une couche Kube. Et en fait, là, je vous prédis un cauchemar en termes de débugage. Mais après, vous pouvez le tester. Hein, mais c'est cost-effective quand même. Ouais, mais le problème, c'est qu'on peut toujours faire pas cher. On peut toujours faire pas cher, mais vous faites du Red Hat, vous prenez des souscriptions Red Hat ou pas ? C'est dommage, parce que vous pourriez faire moins cher, prenez pas la souscription. Non, parce que parfois, on est obligé d'avoir un support pour des problèmes de compliance. C'est pas vraiment pour ça. Alors, on les prend, mais on voit ce qu'on fait comme incident. On les résout souvent nous-mêmes, avant même vous êtes prêt à payer. Vous êtes prêt à payer pour c'est la compliance qui nous pousse pas vers ça. Mais la compliance, elle est prête. Enfin, votre direction est prête à payer pour que le jour où vous ne savez pas régler un problème, Red Hat vous aide, fasse une correction. Et c'est toujours le problème de la souscription, enfin tout ça. Mais des fois, on est des entreprises, on a du business à faire tourner et tout ça, et payer pour se mettre à l'abri de tout problème, pour que ça se passe bien. Ben ok, c'est toujours désagréable de payer et tout ça, mais en même temps, à un moment, il faut le faire. On fait tourner de la production, on n'est pas sur des labs de test et tout ça. Qu'on le fasse, on va dire un peu à l'arrache sur des trucs perso, à la maison, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on fait des choses sérieuses, où on veut de la sécurité, où on veut de la fiabilité, des choses qui tournent sans avoir de risque pour l'entreprise, il faudra toujours payer, que ce soit Red Hat, que ce soit Muta. Enfin, il y aura toujours un moment où vous aurez besoin de vous rassurer auprès de quelqu'un pour avoir de l'aide en cas d'incident. C'est un peu comme une assurance, en fait. Et là, effectivement, comme je vous dis, oui, il y a sûrement plus cost-effectif que là. Mais il y aura sûrement moins sécurisé si on ne paye pas que ce que je vous ai proposé là, en fait. Voilà, tout simplement. Mais après, le surcoût, il n'est pas énorme vu le risque que vous évitez avec ce type de solution. Quand on voit la boucherie que fait VMware avec Broadcom... Oui. Oui. On va chez Nutanix. Vous pouvez venir chez Nutanix, effectivement, il y aura moins de problèmes. Non, mais là-dessus, j'ai pas de solution. Mais effectivement, ce que vous avez dit, c'est super intéressant parce qu'au-delà de ne serait-ce que le coût pour les clients, ce qu'a fait Broadcom avec VMware, ça immisce dans la tête de beaucoup de nos clients ce risque de tout le monde peut faire pareil, je ne veux plus faire confiance à des vrais aux éditeurs classiques et tout ça. Et ça, moi, je le regrette. Mais je trouve qu'ils ne se comportent pas très bien. Après, ce n'est pas à moi de juger, mais je trouve que ça fait du mal à l'IT en général de faire ce genre de choses. Mais en même temps, faire de l'open source gratuit pour se dire ça m'évite ça, je ne suis pas sûr. En plus, là, si on revient sur la partie cube, tous les cubes qu'on propose, tout ça, c'est hyper facile de migrer d'une solution cube à une autre. Si un jour Nutanix, vous prenez du Nutanix pour multiplier les workers
et qu'un jour on vous dit c'est 3 fois le prix, comme l'a pu le faire Broadcom avec les clients VMware, vous direz c'est pas grave, je multiplie les clusters physiques, vous revenez sur la solution alternative que je vous évoquais, vous achetez plus de nœuds et tout ça, ok, tant pis, mais vous avez une solution facile, vous n'êtes pas, on va dire, tributaire de Nutanix et vous ne serez pas bloqué avec nous. Sur la partie cube, c'est d'autant plus facile à migrer d'un cluster cube à un autre. Je vous en prie, merci. Ouais, parce que ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Parce que... ouais. Après, nous, en interne, on a un test qui comparait KubeVirt et Nutanix, enfin l'hyperviseur Nutanix en mode classique, quoi. Et en fait, on faisait tourner sur la même infrastructure 2 fois plus de serveurs MS SQL que dans KubeVirt, sur la même infrastructure. Après, c'est un batch qui vaut ce qu'il veut. C'est pareil, j'aimerais bien le refaire et revérifier tout ça par moi-même. Mais en fait, c'était des benchmarks, KubeVirt étant moins optimisé, comme le disait Christophe tout de suite, que notre OS, notre hyperviseur qui est dédié à ça et sur lequel on travaille depuis des années et des années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Les limites ont bien été montrées. Il y a eu plein de sources, il y a eu des tests. Bon, ça, on ne va pas remettre en cause. Tout le monde, enfin, toutes les sources, en tout cas, le disaient. Ouais. Maintenant, je voulais savoir jusqu'à quel point le Kubernetes Custom a pu avoir un impact sur les différents tests, parce que le cas de la solution du serveur Nutanix avec la VM et le Kubernetes Nutanix, ils peuvent avoir une communication particulière. L'implémentation, on ne l'a pas. Donc, à quel point la customisation de ce Kubernetes a pu avoir un impact? C'est une bonne question. Ça fait partie des tests qu'on avait... suite à ça, c'est une conversation que j'ai eue avec Christophe aussi. On s'est dit qu'il faudrait qu'on refasse le test avec du KubeADM et aussi notamment avec de l'OpenShift, parce qu'OpenShift, depuis peu, a dit qu'il pouvait aller jusqu'à 2500 pods. D'accord? Donc, eux le justifient avec l'utilisation de ces groupes V2 et avec l'utilisation de Cryo, alors que là, on a du conteneur-D. Donc, peut-être qu'il y a des choses, mais en fait, ça fait partie des tests que je veux refaire plus tard. Là, j'ai juste fait un one-shot, ça m'a pris du temps, déjà. Franchement, j'ai galéré. Parce qu'il fallait faire ça en plus de mon boulot classique, j'entends. Mais effectivement, ça fait d'autres tests à faire. Après, on n'est pas sur une distrib cube qui est particulièrement... Ça qui est important, c'est vrai qu'il y avait dans la question, il y a une spécialisation. Donc, c'est un produit qu'on a utilisé là, c'est la société D2IQ qu'on a racheté l'année dernière. Et là, le produit n'est même pas encore adapté à Nutanix. C'est-à-dire qu'on l'a pris, on a fait une installation en mode VM bar métal et on l'a installé dessus. Donc il n'y a aucun tuning spécifique à la plateforme. Ouais, c'est du DKP. En fait, j'ai installé les VM via du Terraform. Enfin, j'ai créé les VM via Terraform et ensuite j'ai fait une installation de DKP en mode pré-provisionné. C'est-à-dire qu'en fait, il se connecte en SSH sur les OS et puis il fait l'installation de tout le reste. Donc il n'y a pas d'optimisation effectivement Nutanix ou quoi que ce soit. C'est vraiment du DKP. Alors après, après, il est possible que DKP se comporte pas tout à fait comme KubeADM et qu'on aurait pu avoir des valeurs un peu différentes. Parce que DKP est une distribution Kubernetes optimisée, avec des petites modifs et tout ça, pas violente, mais il peut y avoir un impact à ce niveau-là. C'est pour ça qu'en KubeADM, ça serait rigolo de le refaire. En OpenShift, parce qu'ils annoncent des chiffres qui, moi, me paraissent hallucinantes. Et je retrouve, en fait, ce que j'avais dans les conclusions de Principal Technology. En fait. Donc, eux étaient allés un peu moins loin en termes de nombre de pods par worker. Mais pour reprendre OpenShift, aujourd'hui, ils autorisent 2500 pods par worker. D'accord, c'est ce qu'ils disent avec leur dernier CNI. Néanmoins, par défaut, c'est 250. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller plus... Enfin, on peut aller plus loin, il faut juste faire l'effort de configurer différemment. Donc, il y a des prérequis, il y a des contraintes, il y a des choses. Donc, si c'était si simple que ça, en fait, je pense qu'il débloquerait et qu'il laisserait aller jusqu'à 2500. Mais c'est des tests qu'il faut qu'on fasse et que j'espère qu'on communiquera parce qu'en fait, moi, je trouve ça super intéressant. Mais il y a un peu de boulot de test et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y a Rémi. Toute dernière. Après, c'est l'apéro. Ouais, je vais conclure. Merci pour la présentation. Justement, au niveau des tests, tous les scénarios de test, est-ce qu'ils sont disponibles
Si on peut s'amuser à faire la même chose à la maison. Je peux les partager sans aucun problème. Et pour l'instant, c'est pas partagé, mais je peux les mettre sur un repo et je vais sûrement le faire pour garder une traçabilité si mes collègues veulent le retester et faire des choses. Après, il n'y a rien de folichon. Il y a 3 scripts, il y a 2 manifestes ennemis, mais je peux les mettre en ligne, ouais, sans problème. Okay, merci. J'en prie. Du coup, on a fini. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.